Mon nom est Olivia. J'ai 40 ans et mon mari m'a remis les papiers du divorce lors de ma fête d'anniversaire. Avant de vous raconter comment ma vengeance l'a fait appeler en panique 78 fois, dites-moi d'où vous regardez dans les commentaires. C'était censé être une célébration, mon 40e anniversaire. Notre villa moderne tentaculaire était remplie du doux murmure des conversations, du tintement des verres et de l'odeur d'une restauration coûteuse. Je portais une robe de soie chatoyante, me sentant comme si j'avais enfin tout. Une carrière réussie en tant que conseillère financière, une belle maison et un mari, Andrew, que je pensais m'adorer. Mais même alors que je souriais et me mêlais à nos invités soigneusement choisis, un œuf froid et serré se forma dans mon estomac. Andrew était absent, distant. Ses yeux, habituellement chauds et concentrés sur moi lors de ces événements, balayaient la pièce. Il n'arrêtait pas de vérifier sa montre, puis son téléphone, son pouce effleurant nerveusement l'écran. Il disparaissait dans le bureau pendant ce qui semblait être trop longtemps, puis réapparaissait, l'air encore plus agité, une sorte d'énergie étrange, presque forcée, l'entourait. J'ai essayé de l'ignorer, me disant que c'était juste le trac d'avant la fête, ou peut-être un accord important chez Stafford Holdings, la prestigieuse société financière de son père où nous travaillons tous les deux. Mais ensuite, mon téléphone a vibré, un léger bourdonnement contre ma paume. C'était Theo Russell, mon ancien camarade des opérations spéciales de l'armée, maintenant mon chef de la cybersécurité chez Axiom Capital. Le message était concis, urgent et direct. Besoin de parler. Trouver quelque chose. Pas bon. Mon sang s'est glacé. Un frisson familier qui m'a transporté dans une vie différente, un type de danger différent. Je connaissais Theo. Il n'envoyait pas de messages comme ça, sauf si c'était sérieux. Très sérieux. Ce que je ne savais pas alors, c'est que le pire était encore à venir. La vraie trahison ne faisait que commencer. Une embuscade méticuleusement planifiée qui déchirerait mon monde méticuleusement construit. Mais des cendres de cette destruction, je me relèverais, reconstruisant ma vie sur des fondations plus solides et plus redoutables qu'ils ne pouvaient l'imaginer, dans leur arrogance. L'histoire que vous êtes sur le point d'entendre parle de la façon dont une femme calme, sous-estimée et mise au rebut, a transformé sa douleur en arme, garantissant ainsi que ceux qui lui ont fait du tort devraient supporter le véritable coup de leur tromperie. Je me suis échappée de la fête, m'excusant pour aller aux toilettes pour dames, mon cœur battant un rythme frénétique contre mes côtes. La dentelle délicate de ma robe me semblait soudainement contraignante. Je savais que Theo ne m'alarmerait pas pour rien. Il était le seul à vraiment connaître mon passé, les 8 années intenses et exigeantes que j'avais passées en tant qu'agent secret pour l'armée, opérant dans l'ombre avant même de mettre un pied dans le monde brillant et impitoyable de la finance. Cette vie, ses compétences hautement spécialisées, la discipline, la pensée stratégique, la capacité de contrôler chaque réaction, étaient enfouies profondément. Une partie de moi que je gardais farouchement. J'avais construit cette nouvelle vie, cette façade polie d'une conseillère financière sophistiquée, brique par brique laborieuse, construisant soigneusement une existence normale. J'essayais de fuir les fantômes persistants de mon passé, le bourdonnement constant de la vigilance et la douleur profonde qui résonnait encore profondément en moi. Mais certains fantômes, semble-t-il, ne partent jamais vraiment. Et parfois, ils apportent même de nouveau avec eux. En retournant au salon, une nouvelle vague d'invités était arrivée. Une entrée tardive mais très attendue. Richard Stafford, le père d'Andrew et le patriarche incontesté du vaste empire Stafford, faisait son entrée. Son air habituel d'importance personnelle était amplifié, rayonnant presque dans toute la pièce. Il commandait l'attention sans même essayer. À ses côtés, s'accrochant presque à son bras, se trouvait Sophia, la sœur cadette d'Andrew, l'enfant d'or de la famille. Dès l'instant où j'ai épousé Andrew il y a 5 ans, Sophia avait été une épine constante et irritante dans mon flanc. Richard et Eleanor, la mère d'Andrew, l'avaient toujours adorée, la couvrant d'éloges, de cadeaux sans fin et de privilèges incontestés, malgré son manque total de talent réel ou de motivation dans le monde des affaires actuelles. Elle était indéniablement belle, oui, choyée, absolument, mais complètement dénuée de la ténacité, de l'esprit stratégique et de l'intelligence brute nécessaires pour vraiment diriger un empire financier ou même une entreprise modeste.
Eleanor, en particulier, n'avait jamais manqué une occasion de me rappeler subtilement, ou pas si subtilement, que mes origines humbles d'orpheline, une enfant boursière qui s'était sortie de la misère par ses propres moyens, signifiaient que je n'appartiendrais jamais vraiment à leur cercle élitiste et ancien argent. Je me souviens vivement d'un dîner de Noël particulièrement douloureux. Eleanor avait regardé ostensiblement ma robe simple et élégante, une pièce de designer, soit dit en passant, mais discrète, et avait reniflé, son nez se plissant légèrement. « Oh, Olivia, ma chérie, tu t'habilles toujours de manière si pratique, si raisonnable. Ne souhaites-tu jamais quelque chose d'un peu plus glamour ? Quelque chose qui reflète vraiment le nom de Stafford maintenant que tu en fais partie ?» C'était un barrage constant d'insultes voilées, chacune une petite entaille à mon estime de soi soigneusement construite. Richard aussi, rejetait souvent publiquement mes idées financières et mes stratégies innovantes lors des réunions du conseil d'administration, même lorsque ces stratégies même rapportaient des millions de profits à l'entreprise. Il rejetait mes idées pour ensuite faire l'éloge d'Andrew ou de Sophia pour avoir fait écho à mes points exacts quelques instants après que je les ai formulés. C'était exaspérant, un mépris flagrant pour mes contributions, mais j'ai avalé, déterminé à prouver ma valeur par des résultats indéniables. Mon salaire, bien que significatif, semblait toujours être une concession, pas une véritable reconnaissance de ma valeur. Mais ce soir, quelque chose était profondément différent. Richard n'était pas seulement avec Sophia. Il était avec Marcus Winters, l'ex-petit ami d'Andrew. Marcus, qui avait disparu de la scène financière il y a 3 ans après un scandale trouble que Richard avait commodément balayé sous le tapis, le faisant disparaître comme s'il n'avait jamais existé. Mon instinct s'est serré avec une prémonition familière. J'ai vu la façon dont Marcus et Sophia échangeaient des regards, une familiarité qui allait au-delà de la simple amitié, une compréhension partagée qui laissait présager quelque chose de plus profond, de plus sombre. Richard, avec une touche théâtrale, a annoncé le retour triomphal de Marcus chez Stafford Holdings, louant sa vision inégalée et sa loyauté indéfectible. Des mots qui ressemblaient à une insulte directe pour moi. Pendant qu'il parlait, j'ai croisé le regard d'Andrew à travers la pièce bondée. Puis celui de Marcus, puis celui de Sophia. Il y avait un étrange éclat conspirateur dans les 3 de leurs yeux, un secret partagé, un accord silencieux qui m'a fait frissonner d'inquiétude. J'ai essayé de me dire que ce n'était rien, juste ma vieille paranoïa de ma vie secrète qui revenait, un risque professionnel. Mais au plus profond de mon être, je savais mieux. Ce n'était pas de la paranoïa. C'était le calme avant la tempête. La fondation du conflit principal était posée, brique par brique douloureuse et insidieuse, et j'allais être enterré sous elle. C'était leur dernier acte d'humiliation publique conçu pour me briser. La fête s'est finalement terminée. Les derniers invités réticents qui se sont écoulés, laissant derrière eux un désordre chaotique de verres à champagne à moitié vides, de serviettes froissées et l'odeur persistante d'une célébration éventée. J'étais dans la cuisine, essayant de trouver un peu de calme au milieu des débris post-fête, quand j'ai entendu leur voix venant du bureau d'Andrew. Andrew, Richard, Sophia et Marcus. Leur ton était bas, chuchoté, presque conspirateur, mais dans le silence de la villa, j'ai pu distinguer des bribes. Des mots comme finaliser les actifs et la phrase glaçante se débarrasser d'elle. Mon cœur battait contre mes côtes, un rythme de tambour frénétique. Je savais. Je savais juste. Chaque instinct affûté par des années sur le terrain hurlait danger. Je suis retourné au salon, mon visage un masque soigneusement blanc, ma posture droite et inébranlable. Andrew m'a vu, ses yeux s'écarquillant une fraction de seconde, un éclair de quelque chose qui ressemblait à de la culpabilité avant de se durcir en un regard froid et déterminé. Il s'est dirigé vers moi, une enveloppe mince et juridique serrée dans sa main. Mon souffle s'est coupé. Je savais ce que c'était avant même qu'il n'ouvre la bouche. Nous avons fini, Olivia, a-t-il dit, sa voix complètement dépourvue de chaleur, d'émotion. C'était glaçant. Il m'a glissé les papiers dans la main, le bord croustillant de l'enveloppe se creusant dans ma paume. Joyeux anniversaire. Considère ceci comme ton cadeau. C'était une requête en divorce. Pas juste un papier, mais une arme livrée avec une intention brutale, le jour de mon 40e anniversaire.
La simple audace, l'humiliation publique, était comme un coup de poing physique dans l'estomac. Mes mains tremblaient presque imperceptiblement, mais j'ai réussi à les tenir fermement pour ne trahir aucune faiblesse. J'ai regardé Richard, qui se tenait à quelques mètres derrière Andrew, un sourire suffisant et satisfait tordant ses lèvres. Il a hoché la tête en signe d'accord, un soutien silencieux à la cruauté de son fils. Puis j'ai regardé Sophia, qui se pavanait pratiquement, ses yeux brillants d'un triomphe malveillant. Et il y a autre chose que tu devrais savoir, Olivia, Andrew a continué, sa voix dégoulinant de condescendance, savourant chaque mot. Marcus et moi nous remettons ensemble. Nous nous voyons depuis un moment. Il a marqué une pause, laissant cela s'installer, observant ma réaction. Quand je ne lui ai rien donné, il a porté le coup final. Et Sophia, eh bien, Sophia et moi nous voyons aussi depuis un moment. Elle porte mon enfant. Le monde a basculé sur son axe. Andrew et Sophia, sa propre sœur. Mon esprit s'est affolé, essayant de comprendre les implications grotesques. C'était une trahison tordue et écœurante qui dépassait tout ce que j'aurais pu imaginer. Pas seulement mon mari, mais ma belle-sœur, l'enfant d'or, celle qui m'avait toujours envié, portant maintenant littéralement son enfant. C'était un acte calculé conçu pour infliger un maximum de douleur et de honte publique. Et Richard, son père, était clairement au courant, soutenant cette charade répréhensible, complice de la destruction de ma vie. Il a même eu l'audace d'ajouter, sa voix avec dédain. Nous promouvons Marcus à votre poste, Olivia. Vous n'avez jamais été tout à fait le matériel familial. Nous avons besoin de quelqu'un qui comprend vraiment le sens de l'héritage et de la lignée. Puis Eleanor, la mère d'Andrew, est sortie du bureau. Son visage, un masque de fausse sympathie, une performance pour tout personnel restant. Honnêtement, Olivia, tu ne t'es jamais vraiment intégrée. Ton passé, il n'était tout simplement pas compatible avec le nôtre. Tu n'as jamais été digne de notre famille. C'est pour le mieux, chérie. Un flash chaud et brûlant a rampé le long de mon cou, un signe d'avertissement familier, mais j'ai serré fort. Des années d'opérations secrètes m'avaient appris à contrôler mes réactions, à compartimenter la douleur, à utiliser l'émotion comme carburant, pas comme faiblesse. J'ai regardé leur visage, l'indifférence glaçante d'Andrew, la satisfaction suffocante et triomphante de Richard, le sourire malveillant de Sophia, le dédain subtilement voilé d'Eleanor. Ils s'attendaient à ce que je m'effondre, que je crie, que je pleure, que je fasse un spectacle. Ils s'attendaient à une crise, un spectacle public. Mais je ne leur donnerai pas cette satisfaction. Je ne leur donnerai pas une seule once de ma douleur. Pas une seule larme. J'ai pris une profonde respiration studieuse. Le léger parfum entêtant de rose fanées et de champagne éventé remplissant mes narines. Ma voix était ferme, presque étrangement calme. Les mots délivrés avec une intensité tranquille qui démentait le tumulte intérieur. Je comprends, ai-je dit, chaque mot une promesse froide et silencieuse qui pendait lourdement dans l'air. Je comprends parfaitement. Je me suis retournée, les papiers du divorce toujours serrés dans ma main, et je suis sortie de ma propre fête d'anniversaire, laissant derrière moi leur visage choqué et momentanément sans voix. Ils pensaient avoir gagné. Ils n'avaient aucune idée de qui ils avaient vraiment affaire. Ce n'était pas la fin. Ce n'était que le début de leur cauchemar. Je ne suis pas rentrée chez moi. Il n'y avait plus de chez moi où aller. Je suis allée directement à mon bureau secret, un bâtiment discret au centre-ville qui abritait Axiom Capital, l'empire financier que j'avais secrètement construit au cours des 2 dernières décennies. Dès que je suis entrée, l'air frais et stérile du bureau, le bourdonnement des serveurs, était un contraste frappant avec la chaleur suffocante et la toxicité émotionnelle de la villa Stafford. Théo était déjà là, son visage sombre, ses yeux reflétant une inquiétude tranquille. Mon équipe principale était assemblée, une machine bien huilée de loyauté et de brillance. Maya Rodriguez, notre analyste de renseignement numérique. Ses doigts volant sur plusieurs écrans, traitant les données à une vitesse étonnante. Victor Castillo, un ancien coordinateur des opérations spéciales et mon stratège en chef, son regard aiguisé et concentré, anticipant déjà mon prochain mouvement.
Denny Walsh, notre expert en finance internationale, enterré dans des modèles financiers complexes et des feuilles de calcul. Et Samuel Kent, un ancien agent du FBI, maintenant chef de la sécurité. Sa présence imposante est une assurance silencieuse et réconfortante. Et puis il y avait Olivia Mercé, mon agent sous couverture profonde, un fantôme à la vue de tous, qui avait été méticuleusement intégrée en tant que coordinatrice d'événements des Stafford pendant 3 ans, nous nourrissant de chaque détail de leur vie, chaque conversation chuchotée, chaque transaction illicite. Ils viennent de me remettre les papiers du divorce, ai-je déclaré, ma voix plate, laissant tomber l'enveloppe froissée sur la table de conférence polie avec un bruit décisif. Lors de ma fête. Andrew, Marcus, Sophia, Richard et Eleanor étaient tous impliqués. Andrew et Sophia sont apparemment impliqués. Et elle est enceinte. Les mots semblaient étrangers sortant de ma bouche. Surréaliste. Théo a hoché la tête, son expression sombre. Nous nous en doutions. Andrew et Marcus se rencontrent secrètement depuis 6 mois, couvrant soigneusement leurs traces. Sophia les a rejoints il y a 3 mois, agissant comme leur informatrice interne pour vos affaires personnelles. Ils ont systématiquement transféré vos actifs de compte conjoint, manipulant vos données de portefeuille pour créer de fausses pertes, vous faisant passer pour quelqu'un qui perdait de l'argent. Ils voulaient vous dépouiller de tout, vous faire paraître incompétente et imprudente, puis vous jeter publiquement. C'était une embuscade financière et personnelle bien orchestrée. J'ai ressenti une montée de rage ardente, mais ce n'était pas le genre qui vous fait réagir. C'était une rage froide et calculée qui couvait juste sous la surface, se transformant en une résolution pure et incontestée. Bien. Il est temps. J'ai regardé mon équipe, leur visage reflétant un mélange d'inquiétude pour moi et de loyauté farouche et inébranlable envers notre mission. Il y a 23 ans, ai-je commencé, ma voix basse mais ferme, coupant le silence tendu de la pièce, Richard Stafford n'a pas seulement détruit une entreprise, il a détruit ma famille. Mon père, Thomas Keller, possédait une société financière petite mais incroyablement prospère et éthique. C'était un homme honnête, un homme bon, aimé de ses clients. Richard Stafford, avec ses tactiques impitoyables, sa cupidité insatiable, et son réseau de transactions louches, a systématiquement démantelé tout ce que mon père avait patiemment construit. Il a ruiné d'innombrables familles dans le processus. Mon père, incapable de supporter le poids de l'œuvre de sa vie qui s'effondrait autour de lui, est mort d'une crise cardiaque massive due au stress écrasant juste 3 mois après que son entreprise, tout l'héritage de notre famille, se soit effondré. Ma mère, Elizabeth Keller, ne pouvait pas vivre sans lui. Ne pouvait pas supporter la honte et la perte. Elle s'est suicidée exactement 3 mois plus tard. La pièce était silencieuse, le poids de mes mots planant lourdement dans l'air. C'était la vérité que j'avais gardée cachée si longtemps. La plaie brute et saignante qui n'avait jamais vraiment guéri. C'était la force motrice derrière chaque décision, chaque sacrifice, chaque nuit solitaire que j'avais passée à bâtir cet empire. J'avais 17 ans, orpheline du jour au lendemain, sans rien d'autre qu'un désir ardent de justice. J'ai juré alors, me tenant au-dessus de leur tombe fraîche, que je les ferais payer. J'ai passé 8 ans dans des opérations secrètes, non seulement à apprendre à me battre, mais à élaborer des stratégies, à analyser, à exploiter les faiblesses, à jouer le jeu de longue haleine. Puis j'ai utilisé chaque compétence, chaque contact, chaque centime que j'ai gagné lors de ces opérations pour bâtir Axiom Capital. Elle opère dans 11 pays, complètement hors de leur radar, une société fantôme jusqu'à maintenant. J'ai infiltré leur monde, épousé Andrew, patiemment gagné leur confiance, tout pour me rapprocher suffisamment pour comprendre chacun de leurs mouvements, chaque secret. Il ne s'agissait pas seulement de vengeance simple. Il s'agissait de justice profonde et inébranlable. Et maintenant, il est temps de collecter chaque centime, chaque livre de chair. J'ai regardé Victor, mon stratège en chef. Victor, lancez la phase 3. Activez tous les actifs. Maya, j'ai besoin de chaque pièce de leur manipulation financière mise à nu. Chaque transaction cachée, chaque document falsifié. Denny, préparez les derniers dépôts SEC, les rapports IRS, les plaintes de fraude par virement international. Samuel, sécurisez tous nos actifs, notre personnel.
Assurez-vous que personne ne peut nous toucher. Et merci, j'ai parlé à un lien calme. Confirmez le calendrier de la réunion du conseil d'administration de Stafford Holdings. Il est temps de faire s'effondrer tout leur empire corrompu. Ils pensaient avoir affaire à une femme naïve et jetable. Ils sont sur le point de rencontrer Olivia Keller, la femme qui a passé la moitié de sa vie à planifier leur chute complète et absolue. Ils sont sur le point d'apprendre le véritable sens d'une promotion vers la ruine. L'air dans la salle du conseil de Stafford Holdings était épais d'une tension palpable, bourdonnant d'un mélange d'anticipation et d'inquiétude. Richard, Andrew et Marcus étaient assis en tête de la longue table en acajou poli, leurs visages figés dans des expressions de confiance suffocantes, rayonnant presque d'un sentiment de victoire absolue. Ils avaient convoqué cette réunion d'urgence du conseil d'administration ostensiblement pour clarifier mon départ soudain et annoncer formellement la grande promotion de Marcus à mon poste de direction senior, une insulte publique délibérée. Ils croyaient sincèrement qu'ils m'avaient coincé, que je serais un gâchis en larmes et brisé, facilement congédié et oublié. Ils n'avaient aucune idée de la tempête que j'allais déclencher. À quel point j'avais complètement réécrit leur scénario. Je suis entré, mon tailleur de puissance sur mesure, net et immaculé, pas un cheveu hors de place. Ma deméanor calme, presque sereine, contrastait vivement avec les costumes prédateurs et les visages anxieux qui m'entouraient. Il y eut des halètements immédiats, une onde de murmures qui se propagea dans la pièce comme un incendie de forêt. Le visage de Richard, qui était figé dans un rictus triomphant, se resserra visiblement, ses yeux se plissant. La mâchoire d'Andrew tomba, son visage pâlit instantanément. Sophia, assise à côté de lui, ressemblait à si elle avait vu un fantôme, sa composure soigneusement construite s'effondrant. J'ai marché d'un pas mesuré et délibéré, mes talons claquant doucement sur le sol en marbre, et j'ai pris ma place à l'extrémité de la table, un sourire léger, presque imperceptible jouant sur mes lèvres. C'était le sourire d'un prédateur, calme et prêt. Richard s'éclaircit la gorge, tentant de retrouver un semblant de contrôle. Sa voix une tentative tendue d'autorité. Olivia, je crois que vous vous trompez. Ceci est une réunion privée du conseil d'administration pour les cadres actuels de Stafford Holdings. Oh, je vous assure, Richard, je suis exactement là où je suis censé être, ai-je répliqué, ma voix claire, ferme, et dangereusement calme, coupant la tension montante comme une lame aiguisée. En fait, j'ai quelques éclaircissements à apporter moi-même. J'ai hoché subtilement la tête vers une lentille de caméra cachée. Sur Q, le gigantesque écran mural s'est allumé, affichant une cascade de feuilles de calcul financières complexes, des journaux de transactions méticuleusement détaillés et des chaînes de mails compromettants. Pendant les 6 derniers mois, j'ai commencé, ma voix gagnant en force à chaque mot, les mots résonnant dans la pièce soudainement silencieuse, Andrew Stafford, avec l'assistance systématique de Marcus Winters, a méticuleusement manipulé les données financières de Stafford Holdings. Ils ont créé des pertes fictives pour faire baisser les cours des actions, détourné d'énormes sommes de fonds de l'entreprise vers des sociétés écrans, et se sont livrés à un délit d'initié flagrant en utilisant des informations confidentielles. Tout cela pour un gain personnel et pour orchestrer la chute publique de certaines personnes. Richard a frappé la table avec son poing, une tentative pathétique d'intimidation. C'est un calomnie outrancière. Elle est dérangée. Est-ce que c'est le cas, ai-je contesté, mes yeux froids et inébranlables, se verrouillant sur les siens. Regardons les preuves, d'accord ? Le curseur à distance de ma, rapide et précis, a mis en surbrillance des lignes spécifiques de code, révélant comment Andrew avait systématiquement modifié les valeurs du portefeuille, fabriquant des pertes de millions. La voix de Denny, calme, autoritaire et étayée par des données irréfutables, jouait sur les haut-parleurs, expliquant le réseau complexe de comptes offshore et de sociétés fictives qu'ils avaient utilisés pour blanchir de l'argent. Les membres du conseil d'administration, d'abord sceptiques, leur visage passant de la curiosité à la stupeur, ont commencé à murmurer entre eux, leurs expressions passant de pâle à un vert cadavre à mesure que la vérité indéniable et accablante se déroulait sous leurs yeux. Chaque chiffre, chaque date, chaque numéro de compte était méticuleusement affiché. Puis vint le moment, la récompense ultime. Je me suis levé lentement, marchant délibérément autour de la table vers Richard, mon regard ne le quittant jamais. Tu pensais me connaître, n'est-ce pas, Richard ?
Tu pensais que j'étais juste une femme naïve que tu pouvais facilement jeter, quelqu'un que tu pouvais utiliser puis rejeter sans y penser. La femme que tu menaces en ce moment. La femme que tu pensais avoir brisée. Je me suis penchée, ma voix tombant à un murmure glaçant, audible seulement pour lui, conçu pour percer son arrogance. Te souviens-tu de Thomas Keller? Ses yeux, autrefois pleins d'un éclat prédateur, se sont élargis dans une réalisation soudaine et vive. Un éclair de peur brute a remplacé sa suffisance. Il a avalé difficilement, sa gorge travaillant convulsivement. C'était mon père, ai-je déclaré. Ma voix maintenant résonnant dans la pièce, claire et résonnante, portant le poids de 2 décennies de douleurs réprimées. Il y a 23 ans, vous avez systématiquement détruit son entreprise. Keller Financial. Vous l'avez brisé. Vous l'avez poussé dans une tombe prématurée. Et ma mère, Elisabeth, le cœur brisé et vaincu, l'a suivi peu de temps après. Vous pensiez vous en être tiré, n'est-ce pas? Vous pensiez que j'étais juste une femme au hasard qui tombait amoureuse de votre fils, un pion pratique dans vos jeux. La pièce a explosé. Les membres du conseil d'administration ont halté, certains se levant de leur siège en état de choc. Andrew avait l'air sur le point de vomir, son visage cendreux. Sophia était un masque de pure terreur, ses yeux écarquillés, vitreux, fixés sur moi. Pendant tout ce temps, ai-je poursuivi, ma voix montant, gagnant en puissance et en conviction. Je n'étais pas seulement votre belle-fille. J'étais Olivia Keller, la femme qui a passé 2 décennies à planifier votre chute. J'ai bâti Axiom Capital, une puissance financière mondiale opérant dans 11 pays spécifiquement pour ce moment précis. Chaque investissement, chaque mouvement stratégique, chaque client acquis était une étape vers ce jour. J'ai fait signe vers l'écran où de nouveaux documents sont apparus, des dépôts officiels, des avis juridiques. Et pendant que vous étiez occupé à manipuler mes papiers de divorce personnel, et à essayer éhontément de voler mes actifs, j'étais occupé. J'ai déjà déposé des rapports complets auprès de la SEC, du département de la justice et de plusieurs organismes de réglementation internationaux. Chaque seule pièce de preuve que vous venez de voir, chaque document manipulé, chaque transaction choquante, chaque email accablant, tout cela est entre leurs mains. L'avocat de l'accusation appellera bientôt. Le visage de Richard était complètement cendreux, son corps tremblait. Il a essayé de parler, mais seul un son gargarisant est sorti de sa gorge. Et ce n'est pas tout, ai-je ajouté, un sourire froid et satisfait touchant mes lèvres. Pendant que vous étiez concentré sur vos trahisons mesquines, vos réunions du conseil d'administration de votre entreprise, et vos tentatives de sécuriser l'héritage de vos enfants, Axiom Capital a discrètement, systématiquement acquis des participations majoritaires dans vos 3 plus grandes filiales technologiques. Vos actifs les plus rentables, Richard, ceux qui ont permis à cet empire défaillant de survivre, m'appartiennent maintenant. La pièce a sombré dans un chaos absolu. Le cours de l'action de Stafford Holdings, affiché en direct et sans merci sur un autre écran, a chuté. 40%. Puis 50%. Puis 60%. Les membres du conseil d'administration hurlaient, se bousculant pour leur téléphone, certains pleurant ouvertement. Sophia a poussé un cri aigu en voyant son héritage et ses fonds fiduciaires méticuleusement planifiés directement liés à la performance de l'entreprise. Mon argent. Mon fonds universitaire. Mon argent. Elle a crié, les larmes coulant sur son visage. Son monde soigneusement construit s'effondrait autour d'elle. Andrew avait l'air complètement vaincu, ses yeux écarquillés d'une terreur qui reflétait la mienne depuis des mois. Le rire froid et moqueur qu'il m'avait donné à ma fête d'anniversaire résonnait dans mon esprit. Maintenant, c'était son tour de paniquer. Ce n'était pas juste un divorce. C'était la démolition complète et absolue de tout leur empire. Les conséquences furent rapides, impitoyables et diffusées sur tous les principaux médias. La nouvelle de l'effondrement de Stafford Holdings s'est répandue comme une traînée de poudre, dominant tous les gros titres financiers pendant des semaines. Richard Stafford, autrefois un titan de l'industrie, a été contraint de démissionner en disgrâce. Sa réputation en lambeaux, son visage une présence constante sur les chaînes d'information comme symbole de cupidité d'entreprise. Marcus Winters, tentant une fuite désespérée de la justice, a été appréhendé à l'aéroport.
Son jet privé intercepté sur le tarmac. Andrew et Sophia, leur visage pâle, émacié, et maintenant placardé sur toutes les chaînes d'information comme co-conspirateurs, ou une image de désespoir pathétique, leur regard autrefois arrogant remplacé par une terreur creuse. Mon téléphone n'arrêtait pas de sonner. 78 appels manqués d'Andrew. Il a essayé tous les numéros, toutes les adresses e-mail, tous les comptes de médias sociaux qu'il pouvait trouver, envoyant des messages paniqués, suppliants, puis menaçants, puis promettant n'importe quoi. Sophia a également envoyé un déluge de messages désespérés, plaidant pour la miséricorde, pour une seconde chance. J'ai bloqué chacun d'eux. Je regardais leur panique publique, leur descente chaotique dans la ruine depuis l'environnement calme et contrôlé de mon poste de commandement. Ce n'était pas d'où exactement. C'était juste la justice. La justice pure et incontestée livrée avec une précision chirurgicale. J'ai continué à démanteler leurs relations commerciales, coupant systématiquement leur accès au capital, leurs lignes de crédit et leurs derniers vestiges d'influence. L'empire que Richard avait construit sur des mensonges et de la tromperie s'effondrait. Pierre par pierre douloureuse, un processus délibéré et agonisime pour eux. Puis Eleanor, la mère d'Andrew, s'est présentée à mon bureau sans annonce. Son visage, habituellement si composé, si hautain, si parfaitement maquillé, était maintenant pâle, tiré, et profondément marqué par le stress, ses yeux rougis et gonflés de ce qui semblait être des jours de pleurs. Elle avait l'air complètement brisée, une ombre d'elle-même. « Olivia » a-t-elle plaidé, sa voix à peine un murmure. « S'il vous plaît, ayez pitié de mes enfants. Ils ont tout perdu. Andrew, Sophia, ils sont détruits. Leurs vies sont ruinées. » Je l'ai regardée, la femme qui m'avait toujours fait me sentir petite, indigne, une étrangère perpétuelle. Je me suis souvenu de chaque remarque sarcastique, de chaque regard dismissif, de chaque insinuation subtile que je n'étais pas assez bien. Je me suis souvenu de la façon dont elle m'avait regardé lors de mon anniversaire, ses yeux remplis d'un dédain froid. La miséricorde, ai-je demandé, ma voix plate, dénuée de toute chaleur. Où était votre miséricorde quand vous avez vu votre mari détruire systématiquement ma famille, conduisant mon père à la tombe et ma mère au suicide? Où était votre miséricorde quand vous êtes resté silencieusement à regarder votre fils m'humilier à mon anniversaire, me servant publiquement des papiers du divorce? Où était votre miséricorde quand vous m'avez dit que je n'étais jamais digne? Elle s'est écorché les mains, son sac à main de designer serré contre sa poitrine. Mais ils sont votre famille, Olivia. Andrew est votre mari. Sophia est votre belle-sœur. Il était mon mari, l'ai-je corrigé, en soulignant le passé. Une piqûre délibérée dans ma voix. Et quant à la famille, vous voulez parler de famille. Eleanor. Parlons-en alors. Je me suis penchée en avant, ma voix tombant à un murmure calme et dévastateur conçu pour percer ses dernières défenses. Richard vous trompe depuis des années avec plusieurs femmes. Il a dilapidé votre richesse partagée avec elle. Et Sophia n'est même pas la fille de Richard. Eleanor s'est figée, ses yeux s'écarquillant d'incrédulité, puis d'horreur. Sa bouche s'est ouverte, mais aucun son n'en est sorti. Elle est la fille de Bradford Whitley, ai-je poursuivi, observant la couleur disparaître de son visage, sa façade soigneusement peinte se fissurant. Le partenaire commercial secret de Richard. L'homme qui était réellement derrière la destruction systématique de l'entreprise de mes parents, Keller Financial, il y a 2 décennies. Richard n'était qu'un pion dans son jeu plus vaste, un moyen de parvenir à une fin. Il vous a utilisé, Eleanor. Il a utilisé votre famille, votre nom, tout comme il a essayé de m'utiliser. Vous avez vécu un mensonge protégé par la tromperie. Son visage s'est effondré. Les derniers vestiges de sa fierté, sa composure aristocratique complètement brisée. Elle a titubé en arrière, tombant sur la chaise la plus proche, sanglotant de façon incontrôlable. Elle avait choisi de croire aux mensonges de Richard, de fermer les yeux sur sa corruption, de me mépriser, et maintenant la vérité était une pilule empoisonnée amère qu'elle devait avaler. Je l'ai regardée, ne ressentant rien d'autre qu'un profond sentiment de finalité. C'était fini. Le dernier lien suppurant avec leur monde toxique était rompu, irrémédiablement brisé.
Je n'avais pas seulement pris leur richesse et leur pouvoir, mais j'avais arraché leur façade soigneusement construite de famille, de loyauté et de respectabilité. C'était une victoire complète et absolue, et cela ressemblait à un poids lourd et suffocant qui avait enfin été levé de mes épaules. La colère que j'avais portée si longtemps a commencé à se dissiper, remplacée par un sentiment de paix tranquille. 1 an plus tard, la poussière s'était vraiment calmée, remplacée par une nouvelle croissance. Le nom de Stafford était synonyme de scandale et de ruine, un conte d'avertissement murmuré dans les cercles financiers. Richard faisait face à une peine de prison de 20 ans, ses appels épuisés, ses demandes d'un arrangement de garde clément pour l'enfant de Sophia ignoré. Andrew et Sophia attendaient leur procès pour fraude financière, leur relation tordue, exposée en audience publique, un détail grotesque sur chaque tabloïd. Marcus Winters II était derrière les barreaux, une petite note dans leur chute. Mais pour moi, c'était une nouvelle aube. J'avais complètement transformé Axiom Capital. Ce n'était plus seulement un outil de vengeance. C'était un bouclier, un phare. Nous étions maintenant une organisation mondiale de premier plan dédiée à la protection des familles contre les pratiques financières prédatrices, utilisant nos vastes ressources, notre intelligence sophistiquée et notre boussole éthique inébranlable pour exposer et démanteler les entreprises corrompues. J'ai créé un fonds massif, la Keller Foundation, fournissant une aide juridique complète, un soutien financier, et même des conseils en santé mentale aux victimes de fraude financière, leur donnant la justice et la guérison que mes parents n'ont jamais reçues. Mon salaire, maintenant gagné librement, a été directement utilisé pour financer ces initiatives. Eleanor, dépouillée de sa richesse et de son statut social, un fantôme d'elle-même, travaillait maintenant comme bénévole dans une petite organisation caritative locale. Ironiquement, l'une d'elles recevait un financement anonyme constant de la Keller Foundation. Je l'ai vue une fois de loin lors d'un gala de collecte de fonds pour un hôpital pour enfants. Elle avait l'air fragile, humiliée, ses yeux ombragés de regret. Je n'ai ressenti aucune jubilation, aucune amertume persistante, juste une reconnaissance tranquille de notre déchéance commune et de la façon dont nous avions si profondément risen différemment. Les funérailles de ma famille semblaient moins un fardeau lourd maintenant, plus un tremplin. Théo, Maya, Victor, Denis et Samuel, mon incroyable et loyale équipe, sont restés fermement à mes côtés. Leur loyauté inébranlable, leur dévouement absolu. Nous étions plus que des collègues. Nous étions une vraie famille, liée non par le sang, mais par un but commun, forgé dans le creuset de l'adversité. Olivia Mercé, mon agent embarqué brillamment efficace, était passée à une nouvelle mission encore plus difficile, ses compétences uniques s'avérant inestimables dans nos opérations élargies. Un matin d'automne frais, un an jour pour jour après la condamnation de Richard, je me suis tenue devant les tombes de mes parents. Le marbre poli était frais sous mes doigts. Le soleil réchauffait mon visage. Je l'ai fait, maman. Papa, ai-je murmuré, une seule larme traçant finalement un chemin sur ma joue. Une larme non pas de tristesse, mais de profonde libération, de paix. J'ai terminé la mission. J'ai trouvé justice pour nous. J'ai réclamé notre nom. Et je ne m'arrêterai pas là. Je construis quelque chose qui garantira qu'aucune autre famille n'aura à endurer ce que nous avons vécu. Mon téléphone a vibré. Une vibration familière et discrète. C'était Théo. Olivia, nous venons de recevoir une information capitale. Une famille dans l'Ohio, une mère célibataire, le fonds universitaire de son jeune fils, leurs économies de toute une vie, tout leur héritage. Une société prédatrice les cible en utilisant exactement les mêmes tactiques insidieuses que Stafford. Ils sont sur le point de tout perdre. J'ai regardé la ligne d'horizon de la ville, baignée dans la lumière dorée du soleil matinal, un nouveau sens du but me remplissant, vibrant et inébranlable. Le combat n'était pas terminé. Il ne le serait jamais vraiment. Mais maintenant, je me battais pour quelque chose de plus grand que moi. Je me battais pour tous les Thomas et Elizabeth Keller, pour toutes les familles innocentes qui avaient été trahies, exploitées et rejetées. Je me battais pour transformer leur douleur en pouvoir, pour leur donner une voix, pour assurer leur justice. J'ai souri, un sourire sincère et plein d'espoir qui atteignait mes yeux. Bien, ai-je dit, ma voix forte, résolue et remplie d'une force tranquille.
Nous savons exactement quoi faire. Préparez notre avocat. Merci d'avoir écouté mon histoire. Ce fut un long voyage plein de douleur et de trahison, mais aussi de force incroyable, de résilience et finalement de triomphe. Avez-vous déjà vécu un moment où vous vous êtes senti complètement trahi, pour ensuite trouver la force en vous-même de vous élever au-dessus et de réclamer votre pouvoir? Dites-le moi dans les commentaires ci-dessous. Et si mon histoire vous a interpellé, veuillez donner un j'aime à cette vidéo et vous abonner à ma chaîne pour plus d'histoires de dépassement de l'adversité et de recherche de votre propre justice.